Bonjour à tous. Alors, on n'a pas beaucoup de temps et une session assez dense, donc on ne va pas spécialement attendre les retardataires. On va commencer tout de suite. Non, ça ne marche pas. Si, ça marche. Alors, ce qu'on va voir ensemble pendant 45 à 50 minutes, c'est une des nouvelles fonctionnalités de SQL Server 2016 qui s'appelle le Query Store, dont vous avez sans doute entendu parler. On va essayer de regarder un petit peu en quoi ça peut nous être utile. Alors, on commence toujours par remercier les sponsors, grâce à qui l'événement reste gratuit pour vous. Donc, on les remerciera jamais assez. Alors, je me présente, moi je suis Benjamin Vezan, je suis DBA depuis 2001 sur SQL Server et sur d'autres moteurs. Je suis MVP depuis un peu plus d'un an. J'appartiens à une société qui s'appelle CapData, qui fait uniquement de la base de données. On a un blog technique qui s'appelle blog.capdata.fr. Il y a des infos sur SQL Server, mais aussi sur du Oracle, Sybase, Postgre, MySQL. On essaye de maintenir un blog technique. N'hésitez pas à y aller. Voilà, c'est un blog francophone qui peut peut-être vous intéresser. Moi, je suis Guillaume Nossan, je suis indépendant. Je bosse depuis 1999 en tant que DBA. J'ai commencé un peu avant sur la version 6.0. Ça commence à dater un peu maintenant. Et voilà, j'ai un compte Twitter que je n'utilise pas trop. Par contre, je commence à faire quelques posts sur le blog, la dba-sqlserver.fr. Je vais peut-être me mettre un peu plus sérieusement maintenant. C'était un point de départ. Alors, voilà ce qu'on va essayer de voir ensemble pendant ces 45 minutes. On va parler d'un problème qui s'appelle la régression de performance, qui est un problème qui touche malheureusement pas mal d'environnements de prod. On va regarder les outils qu'on a à disposition jusqu'ici, donc jusqu'à la version 14 de 2014 de SQL Server. Et puis on va parler du Query Store, donc de cette nouvelle fonctionnalité. Guillaume va vous faire beaucoup de démos sur le sujet pour que ce soit vraiment pragmatique. On va parler des limites de cette première version du Query Store. Et puis si on a un petit peu de temps, on va parler de quelques cas potentiels d'utilisation qui ne viendraient pas forcément à l'idée tout de suite, mais autant profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Alors, déjà, on parle d'une fonctionnalité qui arrive avec la VNext, donc avec SQL Server 2016. Bon, pour info, ça fait longtemps qu'on parle de cette version, à peu près 2010 ou 2011. La présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, elle est basée sur plusieurs sources. D'abord sur une doc Microsoft, ensuite sur plusieurs présentations. La présentation principale étant une présentation SQL Bits de Connor Cunningham en 2014. Et puis, en recoupant les informations de plusieurs articles sur des blogs, de plusieurs présentations de MVP ou de gens de Microsoft, eh bien, on va vous faire cette présentation. Elle est basée sur la CTP3 de SQL Server 2016. Alors, pour bien comprendre à quoi les gros avantages du Query Store, il faut d'abord parler du gros problème de régression de performance. La régression de performance, alors déjà, il faut comprendre que c'est une réalité sur nos environnements de production. Ça consiste en des problèmes qui sont trop souvent, du goût du DBA, remontés par les utilisateurs. Des problèmes de type, globalement, ça marche bien, mais sur certaines actions, ça se met à moins bien marcher. Donc j'ai des temps de réponse qui sont considérablement rallongés. Ou alors, ça se passait très bien il y a 2 mois quand on a mis en prod l'application. Et puis là, il se trouve que depuis il y a 2 jours, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien, voire l'utilisateur va dire j'ai un blocage complet de ma prod, j'arrive plus du tout à avoir les résultats de mes différentes requêtes. Et puis on va voir que ça va pouvoir permettre de répondre à un autre problème de régression de performance qui est un problème, alors plus une peur qu'un problème forcément avéré, mais la peur face à la mise à jour, soit une mise en production massive côté applicatif, soit une montée de version de SQL Server. On sait que changer de version de SQL Server ou passer une très très grosse mise en prod, c'est s'exposer à des régressions sur les temps d'exécution de certaines requêtes ou de certains batchs. Alors, si vous avez suivi les présentations que j'ai pu faire les années précédentes avec David Bafaloff, vous aurez compris que notre méthode phare pour gérer les problèmes de performance, c'est de se baser sur les attentes, sur les temps d'attente et sur la répartition des postes d'attente. Les attentes, ça va nous permettre d'identifier les goulots d'étranglement, en général à un instant T.
Donc en gros, si je regarde les attentes sur mon activité, enfin sur mon instance de base de données, je vais m'apercevoir que j'attends beaucoup sur des verrous, que j'attends beaucoup sur du disque, que je travaille beaucoup sur des CPU. Donc en gros, on va pouvoir diagnostiquer un problème à un instant T grâce à ce mécanisme d'attente. En général, on va pouvoir faire remonter une ou plusieurs requêtes comme étant là où les requêtes principalement consommatrices, donc les plus en cause dans ce problème. Mais il y a un problème qui demeure, c'est qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'il y a 2 jours ça marchait très très bien et que depuis quelques jours ou quelques heures, ça ne marche plus? On a beaucoup de mal à répondre à cette question avec les outils actuels. Alors pour bien comprendre la régression de performance, on va parler du plan d'exécution et de son instabilité. Alors le plan d'exécution, en quelques mots je le rappelle, c'est le chemin qui est choisi par l'optimizer de SQL Server pour répondre à une requête. Notre plan d'exécution, il dépend d'énormément de choses. Il dépend des statistiques sur les objets. Donc, est-ce que j'ai des statistiques qui me disent que ma table que je m'apprête à brasser, elle fait une ligne ou fait plutôt 100 millions de lignes? Ça va dépendre du modèle physique. Donc, est-ce que sur ma table, j'ai un index ou plusieurs index? Est-ce que ma table est partitionnée? Ça va dépendre aussi de la valeur des variables éventuelles qui sont utilisées dans ma requête. Et puis, ça va pouvoir dépendre de la configuration de l'instance. Typiquement, si j'ai une instance qui n'utilise qu'un seul CPU, tout ce qui est exploration des plans de type parallèle, ce ne sera pas géré. Notre plan d'exécution, il est généré à ce qu'on appelle la phase de compilation de la requête, s'il n'existe pas dans ce qu'on appelle le cache de plan. S'il existe, à ce moment-là, il est réutilisé, et on va voir que c'est là tout le problème de la régression de performance. Alors, donc en quelques mots, je vous ai expliqué comment il était calculé, notre plan d'exécution. Maintenant, il y a beaucoup de raisons, beaucoup trop de raisons à notre goût, pour lesquelles il va être invalidé. Donc un plan est invalidé lorsqu'il sort du cache de plan. S'il est invalidé, il faudra qu'il soit recalculé. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'invalidation, mais il y en a plus, il y a plus de causes. Notre plan il va être invalidé lorsque les statistiques sont considérées comme obsolètes par SQL Server. Par défaut, quand vous mettez en place le mécanisme de mise à jour automatique des stats, lorsque les données sur une table ont été modifiées à plus de 20% depuis la dernière mise à jour de stats, SQL Server va dire tous les plans qui correspondent à cet objet-là sont invalidés, les stats doivent être calculés et les plans du coup vont être régénérés. Lorsque le modèle physique d'un objet est modifié, ça paraît assez logique que le plan soit recalculé, puisque si j'ai créé un nouvel index sur une nouvelle table, enfin sur une de mes tables qui est utilisée par une requête, ça paraît assez logique de dire ok, j'ai potentiellement créé un nouveau chemin qui sera plus optimal pour différentes requêtes. Donc quand on modifie le modèle physique d'un objet, tous les plans d'exécution qui correspondent à cet objet sont invalidés. SQLOS peut décider de supprimer notre plan de la mémoire. Si par exemple on a de la pression mémoire, eh bien, il va dire ok, j'ai 2 gigas pour mettre tous les plans d'exécution. Là, j'ai un plan d'exécution qui n'a pas été utilisé depuis très longtemps. Dans ces cas-là, ce plan d'exécution-là, je vais le sortir de la mémoire pour faire de la place pour les petits copains. Et bien entendu, comme on parle d'une structure qui est en mémoire, le cache de plan, eh bien, si on a un redémarrage de l'instance, notre plan est invalidé. Le problème, c'est que le nouveau plan qui est généré peut être totalement différent de l'ancien plan. Il peut être tout à fait différent. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des effets de seuil sur des volumétries, ou des cardinalités, ou des densités. Il peut être différent, on va le voir dans les démos, parce que les valeurs des variables qui sont utilisées à la première exécution ne sont pas les mêmes. Ou il peut être différent parce qu'on va avoir des statistiques qui sont différentes. Donc, c'est vraiment le cœur du problème, c'est que le nouveau plan d'exécution, il peut différer de l'ancien, il peut ne pas être optimum pour toutes les exécutions de requêtes. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est très embêtant, c'est qu'on ne peut pas déterminer combien de temps un plan va rester utilisé. Je sais que je peux identifier facilement le fait que mon plan a été recalculé maintenant. Je suis incapable de dire mon plan, il va durer 10 heures, et au bout de 10 heures, il sera recalculé. Alors, si vous êtes un peu intéressé au sujet des plans d'exécution ou de la stabilité de plans d'exécution, ou si vous avez suivi plusieurs sessions qui ont été faites ici les années précédentes, vous avez sans doute vu un petit graphe similaire à celui-ci. Ça, c'est le résultat d'un outil qui s'appelle Picasso, qui a été développé, je crois, par une université indienne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait varier des densités sur 2 colonnes, et on s'aperçoit qu'on se retrouve avec 89 plans d'exécution potentiels, juste en faisant varier sur une certaine requête la densité de 2 colonnes. Donc le plan d'exécution, il n'est pas stable, et il y a très peu de chances. Enfin, il y a des chances qu'on ne retrouve pas le même plan d'exécution lorsqu'il est invalidé. C'est ce qu'il faut retenir. Je vais vous faire une première démo pour bien vous montrer ce concept d'instabilité de plan d'exécution. C'est bon.
Alors, je suis parti de la base AdventureWorks 2014, donc la base d'exemple. Hop, je rentre dans ma base. Ce que je vais faire pour faciliter un peu la démo, c'est que je vais, sur ma table Transaction History, qui contient un peu plus de 113 000 lignes, je vais complètement déséquilibrer les informations. Donc en gros, j'ai fait pas mal de mises à jour et j'ai créé un index pour faciliter la démo. Concrètement, maintenant, sur cette table, si je regarde la colonne qui s'appelle Transaction Type, eh ben, j'ai une ligne pour laquelle cette colonne vaut P, et le reste des lignes, donc 113 442, pour lequel cette valeur vaut S. J'ai créé un index sur Transaction Type. Il paraît évident que si on veut lui demander toutes les lignes pour lesquelles Transaction Type égale S, a priori, comme il va se taper 99,99% des données, SQL Server va plutôt choisir de balayer la table. Par contre, si on lui demande toutes les lignes pour lesquelles Transaction Type égale P, il va passer par l'index que je viens de créer parce que le chemin est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup moins de blocs à brasser. Alors, avec dbcc free proc cache, je supprime l'intégralité des plans dans le cache. Et puis, je vais exécuter une même requête. Donc, c'est une requête paramétrée. On voit ici, hein, j'ai mon transaction type égale une variable. Et cette variable, sur la première exécution, je l'ai valorisée à S. Sur la deuxième exécution, je l'ai valorisée à P. J'ai exécuté mes deux requêtes. Bien entendu, le résultat n'est pas le même. Hein. On a 113 000 lignes sur la première exécution et une ligne sur la seconde. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est les plans d'exécution qui ont été choisis par SQL Server. Alors, je ne sais pas si on les voit bien là. Hop, ouais. Donc, on voit que le premier plan d'exécution, sans trop de surprise, c'est un balayage de mes deux tables. Pardon, oui, c'est l'opération du dessous qui m'intéresse. Hein. La table Transaction History, on balaye son cluster d'index. Donc, on balaye la table. Et si on regarde un petit peu l'estimation de cardinalité, hop, eh bien, SQL Server s'attend bien à retrouver ces 113 000 lignes. OK. Mais comme le plan a été calculé, il est monté en mémoire, et du coup, pour mon malheur, la seconde exécution va utiliser le même plan d'exécution. Il ne va pas être optimum, parce que balayer la table pour se contenter de ramener une seule ligne, c'est un peu absurde pour ce que nous on a vu, mais puisque le plan est remonté en mémoire, il est réutilisé. Donc déjà, le plan d'exécution, il va dépendre de la première exécution. Si je continue, je refais la même chose, donc je relibère mon cache de procédure, et puis j'exécute les mêmes requêtes, mais dans l'autre sens. Tout à l'heure, j'ai fait ttype égale S, puis ttype égale P. Maintenant, je fais ttype égale P, puis ttype égale S. Donc très concrètement, le plan qui va être calculé, eh bien, il va correspondre à un plan optimal pour ttype égale P, donc pour une ligne. Ça veut dire que le plan qui sera derrière, eh bien, il va pâtir de ce problème-là. Donc effectivement, si on vérifie le plan d'exécution, là on se retrouve bien avec une recherche dichotomique dans mon index, parce qu'il s'attend à retrouver une ligne. Pour le premier plan, donc c'est tout à fait optimal. Par contre, pour la deuxième exécution, eh bien, il va quand même faire sa recherche dichotomique, sauf qu'il va la faire 113 000 fois. On peut montrer juste l'épaisseur des lignes pour montrer que... Oui, on voit bien entendu que les flux en sortie ne sont pas les mêmes. En gros, on va faire cette opération-là beaucoup trop de fois. Alors, là, pour l'instant, j'ai moi-même forcé l'invalidation du plan. Donc, j'ai dit tout ce qui est cache de plan, je le supprime. On va aller un peu plus loin pour vous montrer les autres mécanismes d'invalidation. Là, c'est quelque chose que j'aime bien. Je mets à jour environ 20% des lignes de la table. Alors, j'ai sélectionné... c'est où? C'est là. Tac. J'ai judicieusement sélectionné quelques valeurs de Product ID pour que ça corresponde à peu près 20%. Effectivement, si on regarde le nombre de lignes qui ont été modifiées, c'est 26 000 lignes sur les 113 000 lignes, donc on a dépassé les 20%. Pour bien vous montrer que ça ne correspond pas forcément à... Enfin, que ça peut se produire plus souvent qu'on le croit, j'ai même fait un rollback. Donc je fais un update et j'annule mon update. Pour autant, SQL Server va considérer que j'ai modifié 20% des données, donc il va demander un recalcul des statistiques, puis la génération d'un nouveau plan. Donc, hop, je regarde de nouveau. Tout à l'heure, j'avais fait une exécution avec type égale P, donc il avait choisi l'index cluster. Maintenant, je refais l'exécution, la première avec type égale S. Donc, je n'ai pas demandé
de libération, enfin de vidage je vais y arriver, du cache de plan, merci. Et pourtant, on s'aperçoit que, hop, il y a bien un nouveau plan d'exécution qui est calculé, puisque tout à l'heure j'étais sur un index seek et maintenant je reviens, il est là, sur mon index scan. Donc c'était pour vous montrer que le plan a bien été recalculé. Et puis je vais continuer. Alors, hop. Là, je refais une opération encore moins pertinente, je dirais. Donc j'exécute ma première requête pour vous montrer le plan. Et puis je fais un alter database. Qu'est-ce que je fais? Je fais un truc un peu, pas absurde, mais un truc qui a priori pas grand-chose à voir avec la perf, puisque je demande juste à SQL Server de changer son mécanisme de détection des corruptions de données. Eh bien, le fait de faire cet alter database, ça va invalider le plan pour toutes les requêtes, pour toutes les requêtes qui contiennent au moins une table dans cette base, et je m'aperçois que le plan d'exécution aura encore changé. Hop. Donc là, je suis sur l'index scan, et si je regarde le second plan, alors que c'était la même requête, je suis sur l'index seek. Et ben voilà, le reste c'est pour la suite de la démo, quand on va un peu parler des actions correctives. Donc je ne vous demandais pas spécialement de me croire sur parole quand je vous disais que le plan était invalidé, mais là je vous donne quelques exemples d'invalidation de plan. Alors, on a vu le concept de l'instabilité du plan et de la régression de performance qui pouvait être associée. On a quand même des moyens pour gérer nos problèmes de perf avant 2016, heureusement. Donc depuis la version 2015, depuis la version 2005 de SQL Server, on a pas mal d'outils qui vont nous permettre de diagnostiquer nos problèmes de perf. On a beaucoup d'outils qui nous permettent de diagnostiquer les problèmes qu'on appelle les problèmes à chaud. Donc j'ai mon problème qui est en train de se produire maintenant. Grâce à l'Activity Monitor, grâce aux vues dynamiques de gestion et aux fonctions dynamiques de gestion, les DM exec query ou les DM exec quelque chose ou les DM exec cache plants, vous avez la possibilité d'identifier assez facilement le goulot d'étranglement à l'instant T et les requêtes principalement consommatrices. Si vous voulez par contre travailler sur ce qu'on appelle un problème à froid ou un problème qui correspondrait à une évolution de l'activité, dans ces cas-là, il va plutôt falloir mettre en place des traces, donc avec le profiler, ou des traces SQL ou des traces d'événements étendus, éventuellement mettre en place des traces perfmon. Vous avez la possibilité, grâce à l'outil SQL Diag, de lancer conjointement des traces profiler et des traces perfmon, et puis ensuite de les corréler. Et puis avec certains outils, comme par exemple RML Utilities, vous avez la possibilité de stocker, de faire une collecte sur la durée, et puis ensuite de l'analyser. Il y a aussi le Performance Data Warehouse qui est disponible. Je clique, ça ne marche pas. Si, c'est bon. Mais tous ces outils qui permettent de suivre l'activité aujourd'hui, on peut se poser une question sur la pertinence de les laisser longtemps sur nos environnements de prod. Entre autres choses parce que ça va générer une volumétrie énorme, qui va en général dépendre de l'activité. Donc si vous avez une base de prod sur laquelle vous avez beaucoup d'activité, il va falloir stocker le résultat de tout ça. Il va falloir définir une granularité, il va falloir définir un seuil en dessous duquel pas forcément stocker les informations. Ça peut être assez délicat. Donc, il est légitime de se demander si ces outils peuvent et doivent être branchés en permanence sur la prod, et en général, la réponse c'est non. Et puis ces outils, ils vont nous permettre de détecter notre problème à froid ou de détecter notre problème à chaud, mais aucun de ces outils ne répond directement à la question qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai eu ce changement. Donc cette notion de suivi du changement, qui est quand même le cœur de notre problème de perf, ou au moins de ce qu'on va adresser pendant cette session, on n'a pas la réponse avec les outils existants. Alors ça, c'était la partie monitoring avant 2016. On a quand même aussi une partie corrective. Donc on a différents moyens relativement simples qui vont nous permettre de corriger ces histoires d'instabilité de plan. Une des premières méthodes, c'est ce qu'on appelle la directive en français, donc le int en anglais. Le int, c'est une information qu'on va donner à l'optimizer pour essayer de l'orienter vers un chemin ou vers un autre. Par exemple, je peux lui dire, je ne voudrais pas que tu fasses du parallélisme pour cette requête, donc je vais dire option maxdop 1. Ou alors pour cette table-là, même si toi tu penses niveau statistique que ce n'est pas intéressant, moi je t'invite fortement à regarder le passage par tel index. Ou alors quand tu fais cette jointure, j'aimerais que cette jointure, au lieu de la faire de type hash join, tu envisages de la faire de type nested loop join. Ou alors carrément, je te passe une requête avec des paramètres, il serait intéressant de dire que cette requête, elle va être optimisée pour telle valeur de paramètres. L'équivalent de la directive, le problème de la directive, c'est qu'elle nécessite l'accès à la requête. Puis il faut réécrire la requête en ajoutant option et puis la liste des directives.
pour notre requête. C'est pas forcément, le code de la requête n'est pas forcément disponible, notamment si vous faites appel à un produit qui a été développé, qui n'est pas développé en interne. Un autre mécanisme, c'est les plant guides. Donc les plant guides, c'est un petit peu l'équivalent, sauf que la directive, on va la poser a posteriori. Donc on identifie la requête ou les requêtes, et puis on va de la même façon poser des hints, mais a posteriori. On peut aller de, par exemple, maxdop à 1 jusqu'à voilà le plan d'exécution que tu dois utiliser pour cette requête. Le problème, c'est que les plans guides ils peuvent être risqués à long terme parce que figer un plan d'exécution, c'est enlever au moteur de SQL Server, à l'optimizer, des nouvelles explorations de plans qui seraient peut-être plus pertinentes que ce que nous, on veut forcer. Et puis, il y a une option qui peut être intéressante, qui est l'option recompile. Donc, pour une procédure ou pour une requête, on peut dire, ben voilà, à chaque fois que j'exécute cette requête, je demande au moteur de recompiler le plan, donc de choisir un plan. Donc le plan, il va être choisi en fonction des valeurs des paramètres qu'on a posées maintenant. Donc il va être optimal pour ces valeurs de paramètres-là. Mais ça veut dire qu'à chaque exécution de cette requête, je vais payer le coût de la recompilation. Et ça peut être très important, trop important. Alors, je finis très rapidement ma démo. Donc pour vous montrer ces histoires de hints, alors on ne le voit pas bien, si on le verra mieux peut-être avec un petit zoom. Ici on voit que j'ai créé ma requête en utilisant un hint. Donc je dis l'option, donc c'est la déclaration de ma directive, je veux que pour la table TH, donc Transaction History, eh ben je force le scan de la table. Donc on oublie la recherche dichotomique dans un index, quelle que soit la valeur de paramètre, je vais forcer le scan de la table. Et puis, hop, cette directive-là, je veux l'utiliser, moi, pour type égale P. Donc, ça va vraiment contre le comment dire ? Tendance naturelle. Merci, contre la tendance naturelle, effectivement, de l'optimizer. Bon, effectivement, on voit que je lui ai demandé de faire de faire un balayage complet de la table. Il fait un balayage complet de la table, il est quand même relativement obéissant. C'est pas pour autant qu'il m'a généré un plan qui est fabuleux pour l'autre valeur, pour la valeur S de mon paramètre, parce qu'on voit ici qu'il fait quand même un indexic. Ce qui me dit, tu me prends pour un rigolo en me forçant un scan. Maintenant, moi, avec les autres statistiques, avec les autres informations de cardinalité, j'estime quand même qu'une recherche dichotomique dans un index sur l'autre table, ce serait moins coûteux. Donc ça, c'était la directive. Et puis, je vous parlais des caches de plan tout à l'heure. Donc le cache de plan, alors je vous ai fait la version simple, mais en gros, il faut récupérer la requête, il faut choisir une directive ou alors créer de toutes pièces une directive, et puis ensuite, il faut créer un objet, donc ce qu'on appelle un plan guide. Avec sp create plan guide. Par défaut, il est activé tout seul, mais moi je le désactive pour vous montrer un petit peu. Donc je crée un plan guide, donc je l'appelle pg JSS 2015, il correspond à cette requête, qui aurait ce paramètre, et je lui mets un int en disant, voilà, je veux que cette requête, tu l'optimises pour la valeur S de t-type. Voilà. Et donc je vous montre l'exécution avant forçage de plan, puis après forçage de plan. Enfin avant utilisation du plan guide et après. Avant utilisation du plan guide, je vais y arriver. Avant utilisation du plan guide, toujours pour une valeur t-type égale p. Donc pour ma recherche dichotomique, il fait bien ce qu'il veut avant. Et par contre, quand je lui ai forcé le plan, quand je l'ai incité à choisir un autre plan, il fait bien un index scan, ce qui correspond bien à la valeur t-type égale s, alors que ma requête c'est bien t-type égale p. Voilà. Donc c'était les outils qu'on avait avant la version 2016. Et je vais laisser maintenant Guillaume nous parler de la suite. Merci. Allô ? C'est bon. Donc, comme on l'a dit, c'est quand même un peu l'objectif de cette présentation. Maintenant, à partir de SQL 2016, arrive le Query Store. Le Query Store, en gros, c'est 3 grands pans. Le premier, c'est une collecte d'informations. Le deuxième, c'est le fait de pouvoir la visualiser pour faire de l'analyse. Et le troisième, c'est le fait de pouvoir avoir une influence sur les plans d'exécution. Donc d'abord, sur la partie collecte, la première partie, ce que fait le Query Store, c'est qu'à chaque fois qu'une requête SQL va arriver, lors de sa compilation, il va envoyer un message pour stocker dans son plan store les informations concernant le plan d'exécution. Au moment de l'exécution effective de la requête,
les informations sur les statistiques de runtime, c'est-à-dire la durée, les consommations logical reads, les écritures, etc., etc. Tout ce qui est consommation de ressources vont être rentrés dans les runtime stats. Et tout ça, ça va aller dans le schéma du query store. Ce sont des écritures qui sont de façon asynchrone, donc on définit une périodicité. Et sur la partie runtime stats, ce sont des versions qui sont agrégées, c'est-à-dire qu'il ne récupère pas chaque exécution unitaire en la stockant, il va tous les tranches de temps faire un min, un max, une moyenne, etc., etc. Donc cette partie agrégation est purge et paramétrable. Un petit exemple vite fait pour la partie activation. Entrant en ActSQL, vous voyez, c'est une commande qui est à la database setQueryStoreOn. Ensuite, vous avez un certain nombre de paramètres pour choisir si vous l'activez en read-write, donc c'est-à-dire qu'il va collecter, ou juste en read-only pour pouvoir relire les informations. Vous avez le nombre de jours qu'il va stocker, vous avez l'intervalle de flush, donc l'intervalle auquel il va faire l'écriture asynchrone dans la base, puisque donc le query store stocke ces informations dans la base qui correspond à la session de l'utilisateur. C'est-à-dire que quand l'utilisateur se connecte, il indique une base de données, et le query store, il faut l'activer sur cette base de données-là, et c'est dans cette base de données-là que seront stockées les informations, même si les requêtes concernent des tables, éventuellement d'autres bases. Et je t'interromps 2 secondes, mais a priori, on n'a pas la main sur le stockage, donc c'est stocké dans le file group primary. Ouais, exact. Ça fait une raison de plus pour ne pas stocker vos données utilisateurs dans le primary, comme ça vous pouvez dimensionner le primary pour tout ce qui est catalogue et ce type de stockage. On va savoir qu'on n'en est qu'à CTP3, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir des modifications ultérieures, ce qui serait à mon avis une bonne idée. Donc on peut quand même choisir, heureusement, la taille maximale qui va être utilisée par le query store dans la base. On peut choisir donc l'intervalle pour l'agrégation des statistiques de runtime. Donc c'est des valeurs fixes, hein. On ne peut pas mettre la valeur qu'on veut. Vous avez quand même pas mal de choses, hein. De 1 minute jusqu'à une journée, c'est quand même assez, la granularité est quand même assez bonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, en automatique, on peut lui dire de supprimer les anciennes données, principalement les requêtes les moins coûteuses, pour rester toujours sous les. Dès qu'il arrive à atteindre 90% de la taille qu'on lui a indiquée un peu plus haut, il va faire du ménage pour réussir à redescendre à 80%, ce qui permet en gros de ne pas avoir à s'occuper d'une gestion de nettoyage, etc., etc. Ça sera fait de façon automatique. Et ensuite, on peut aussi lui dire éventuellement d'ignorer des requêtes mineures, c'est-à-dire principalement les plans triviaux, donc niveau 0. Et enfin, vous pouvez aussi donner un nombre maximum de plans par requête. Pourquoi? Parce qu'il y a certains ORM ou certains logiciels qui font beaucoup de requêtes dynamiques qui peuvent vous créer un nombre de plans complètement démentiel pour une seule requête. Donc pour éviter de remplir énormément le query store avec pas mal de choses inutiles, on peut le limiter de cette manière-là. Ensuite, sur la partie restitution des informations maintenant, donc le deuxième pan. Là, c'est principalement des DMV, ce qui n'est pas très, très étonnant. Vous avez un certain nombre. Hop là. En gros, on part d'ici, là, on part du query text, qui est donc le texte de la requête. Ensuite, on va avoir une entrée dans query. Bon, à chaque fois, ça correspond à ces DMV ici. Query qui contient la même chose, mais avec les informations sur le contexte, donc les sets que vous avez mis au niveau de votre session, ce genre de choses. Ensuite, vous avez donc le plan qui correspond à cette requête. Et enfin, vous avez les statistiques de runtime sur le plan, qui correspond à une entrée, tous les intervalles de temps que vous auriez définis. Tout ça, ça se requête sans trop de difficultés, donc entrant en ActSQL. L'avantage, c'est qu'avec juste les privilèges view database state, vous pouvez requêter, ce qui veut dire qu'éventuellement, ça n'est pas que le DBA qui peut avoir accès à ces informations-là. Même si le titre de notre présentation était meilleur ami du DBA, ça peut aussi servir à d'autres personnes. Comme view database state, ce n'est pas encore très très permissif, ça peut être intéressant éventuellement de l'ouvrir à d'autres personnes. Et donc, pour vous simplifier la vie, Microsoft a déjà mis sur leur site, sur la doc, un article qui s'appelle Monitoring Performance by Using the Query Store, qui est très complet, qui donne un peu des explications sur les différentes étapes déjà pour mettre en œuvre, etc. Et aussi avec des requêtes toutes faites qui correspondent aux cas types qu'on veut interroger, avec déjà toutes les jointures sur toutes ces DMV-là, avec même des CTE pour pouvoir faire des recherches sur les plans multiples pour une même requête, ce genre de choses. Donc vous pouvez déjà pas mal vous en inspirer, et c'est directement sur le site de Microsoft, vous n'avez pas besoin de chercher très très loin. Et je crois aussi d'ailleurs que sur les samples databases qui sont disponibles, les AdventureWorks et compagnie,
Il y en a qui sont sortis pour 2016 CTP3 et qui contiennent des scripts avec quelques exemples aussi de requêtes. Donc ça vous donne déjà une base de travail si vous avez envie de faire des requêtes. Et enfin, donc, troisième grand pan du Query Store, c'est le fait de pouvoir faire des actions. Donc la principale action, c'est quoi? C'est de forcer un plan. Là, vous avez juste deux procédures stockées qui sont SP Query Store Force Plan. Comme son nom l'indique, vous lui indiquez en paramètre le numéro de votre requête et le numéro du plan. Et ça vous forcera le plan, sachant que ça survit à un redémarrage et une restauration, du moment que la base porte le même nom, parce que dans le Query Store, le nom de la base est hard-codé. Et donc, l'avantage, c'est voilà, vous redémarrez, vous faites ce que vous voulez, vous aurez toujours vos forçages de plan qui fonctionnera. Et donc, pour désactiver un forçage de plan, SP Query Store on force plan avec le numéro de la requête et le numéro du plan. Benjamin, tout à l'heure, parlait de plan guide. C'est quand même des choses qui sont assez différentes, même si la mécanique est à peu près la même. Bon, Microsoft communique très peu sur comment fonctionne exactement le forçage de plan dans le Query Store. Ils disent juste que ça fait du use plan, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des différences assez notables entre un plan guide et un forçage de plan dans le Query Store. Un plan guide, c'est quand même assez souple, parce que vous voyez, Benjamin vous l'a montré tout à l'heure, vous avez la possibilité juste de forcer avec un pin, c'est-à-dire pas de donner carrément un plan complet en XML, mais juste dire je voudrais plutôt une jointure comme ci ou un index comme ça. Ça possède aussi l'avantage, comme c'est une définition, de pouvoir être testé ou créé sur un autre environnement, puis ensuite être posé sur l'environnement qui vous pose problème. Mais par contre, c'est vrai que c'est un peu complexe parce qu'il suffit juste qu'on ait un caractère faux dans le plan guide et il ne va pas s'appliquer à la requête qu'on voulait appliquer, ce qui peut être un peu galère. À côté de ça, le Query Store, c'est extrêmement simple. Un appel de requête, un appel de procédure stockée avec deux paramètres et c'est tout, et ça fonctionne. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il peut s'appliquer uniquement sur une requête que le Query Store a déjà enregistrée. C'est-à-dire que le Query Store doit déjà avoir vu un bon plan pour qu'on puisse lui dire c'est ce bon plan-là que je veux que tu continues à garder. Donc, ce n'est pas forcément toujours très facile. On est parti pour les démos. Alors, tac. Où est mon petit... Là, tac. Celle-là, je l'avais créée ou pas, je ne sais plus. Non. Alors, on va créer une base, c'est une bête AdventureWorks toute bête. Rien de particulier. Ici, donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va activer le Query Store. Hop, vous voyez, un bête alter database, etc., etc. Si mon clic veut bien cliquer. Alors, on va faire un test. On va faire une petite requête. On va l'exécuter 200 fois pour être sûr de ne pas la louper, on ne sait jamais. Hein. Et puis, voilà, donc plap, 200 fois ma petite requête. Donc j'ai mis un flush intervalle à 5 secondes. Donc normalement, au bout de 5 secondes, je dois avoir mes requêtes. Et là, on va regarder, très cher Query Store. Hop là, je vais y arriver. Ah, il n'y a pas les requêtes. Donc c'est le moment où je vous embête. À votre avis, pourquoi il n'y a pas les requêtes? Il y a une invitation pour la soirée Explorer, la soirée Explorer demain soir. À gagner pour ceux qui... Elle n'est pas dans le master et donc une bouteille de Volvic dédicacée. Non, effectivement, la réponse est ça. La fin était là en fait. Bon, je l'ai passé un peu vite parce qu'on a quand même pas mal de démos à sortir, donc c'est pas forcément facile à voir. Donc non alors. Mais en gros, voilà, j'étais dans master et j'ai fait la requête en mettant explicitement le nom de la base avant le schéma et l'objet. Donc du coup, par définition, si ça avait dû aller dans un Query Store, ça aurait été celui de master. Donc de peau, le Query Store ne peut pas être activé sur master et sur TombDB. On en reparlera dans les limitations tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, voilà, ce qui prouve bien que la base sur laquelle est placée la session quand elle passe la requête est extrêmement importante sur le fait de bien récupérer les infos dans le Query Store. Du coup, maintenant, on va refaire la même chose, mais ce coup-ci, on ne va pas se faire avoir. On va bien se mettre dans la bonne base. Donc, ma même petite requête. Je
J'aurais dû faire les requêtes un peu plus courtes, là c'est bon. On vérifie ce coup-ci. Et là, waouh, magique! Qu'est-ce qu'on voit? Ma fameuse petite requête de test où je vois bien que j'ai eu bien mes 200 itérations. Ce qui prouve bien que, bon ça j'ai fait une requête un peu simple, hein, vous voyez, ça part sur le query store, query text, query store, query et runtime stat. Et grâce à ça, ensuite, on est capable de calculer le nombre d'exécutions au total sur la période donnée. Donc c'est quand même quelque chose d'assez simple, vous voyez, la requête n'est pas hyper complexe, bon, il faut l'avoir de côté, mais ensuite ça se fait relativement bien. On peut vérifier à tout moment que le query store fonctionne bien. Pourquoi? Parce que si là dans le paramètre que j'avais mis, le paramétrage que j'avais mis limite de taille et j'avais pas mis de faire le ménage automatiquement, donc on pourrait avoir le problème. Juste pour info, je ne vais pas le faire parce qu'on n'a pas énormément de temps. Il est possible ensuite d'enlever un plan par rapport à son numéro de plan, une requête par rapport à son numéro de requête, de resetter la totale ou de flusher même carrément tout le query store si on veut avoir plus de place au cas où on soit un peu court. Bon, en général, le plus simple, c'est quand même d'altérer et puis de mettre le cleanup mode en automatique. Comme ça, on n'a pas de problème, quoi. Voilà, ça c'est fini pour cette démo-là. Alors, ça c'était la première démo, c'était sur la partie activation. Oui. Merci, monsieur. Ensuite, on va passer à l'investigation, qui est quand même qui est quand même le cœur de notre histoire. Alors, pour ça, je vais repasser sur mon joli petit... voilà, investigation, c'est ici. Donc là, j'ai recréé une autre base, hein, je l'ai fait à l'avance un peu pour avoir de l'information utile. J'ai créé une table, hop là, elle est où la table? Enfin, non, j'ai utilisé une table existante, Big Transaction History. J'ai créé un nouvel index dessus. J'ai juste rajouté une ligne avec une date un peu différente des autres ranges de dates pour pouvoir avoir une distribution un petit peu déséquilibrée. Et j'ai créé une petite procédure stockée qui va faire une requête là-dessus. Je me suis amusé à lancer comme ça serait comme on le ferait en production plusieurs fois la requête. Donc on a le phénomène que probablement beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle le parameter sniffing, qui est que quand une procédure stockée est appelée, au premier appel, on va créer le plan et ensuite, en se basant sur la valeur effective de l'appel, et donc ensuite les appels suivants utiliseront le même plan. C'est exactement ce que justement j'ai montré dans la première démo avec mes deux valeurs de paramètres différentes et des cardinalités complètement différentes. Donc là maintenant je vais montrer un peu plus en détail à quoi ressemble le query store du coup. Donc vous avez dans le query store, donc vous pouvez le voir déjà son état de santé entre guillemets ici en graphique. Voilà. Donc vous avez une petite section supplémentaire sur le query store avec la taille utilisée, le rappel des paramètres, etc. etc. Mince. Ensuite, vous avez 4 pseudo-rapports au niveau du query store pour les différentes informations qui pourraient vous intéresser. Alors, le plus banal, entre guillemets, j'aurais envie de dire, c'est celui-là, l'Overall Resource Consumption. Donc lui, il n'est pas très sophistiqué. Voilà, il vous met un graphique. Donc en haut à droite, vous pouvez configurer ce que vous voulez voir, la CPU, les durées, les logical reads, etc., etc. Ici, vous pouvez choisir sur quelle durée vous voulez le voir. Donc là, j'ai mis la dernière heure. Bon, malheureusement, c'est le problème des démos. On ne peut pas avoir un workload qui dure suffisamment longtemps pour que vous puissiez avoir des graphes qui bougent dans tous les sens. Bon, ça vous donne quand même déjà une petite idée. Ensuite, une fois que, hop là, lui, il est parti, on a un autre onglet intéressant qui est l'onglet Top Resource Consuming Queries. Donc lui, il va permettre de voir les différentes requêtes. Hop là, je vais le rafraîchir, voilà. Donc on voit les différentes requêtes. Donc ici, ici c'est un top 25 ressources consumer, par exemple. Donc la petite liste ici permet de choisir comment on classe son top 25. Si on veut le top 25 des consommateurs de CPU, le top 25 des durations, etc. etc. puisqu'on ne peut pas avoir l'intégralité des requêtes qui sont passées sur la durée qu'on a configurée ici. Donc là, c'est pour définir le top 25. Ici, on peut définir ensuite ce qu'on veut voir comme axe du côté gauche. Donc ça, c'est la vision avec le numéro des requêtes en bas de chaque requête. Vous voyez, il y a Query ID écrit ici. Donc ce sont des numéros de requêtes, hein. Ce ne sont pas les mêmes numéros de handle qu'il y a sur les DMV.
Ce sont des numéros de requête qui sont des entiers qui sont propres au query store. À droite, vous avez la représentation sur l'axe qui vous intéresse. Donc ici, on était en top duration. Donc là, c'est une somme de duration, une somme de durée. Et puis avec des petits points qui correspondent aux différents, à chaque heure donnée, au plan qui a été utilisé et au nombre d'appels. Et en bas, vous avez le plan d'exécution. Donc on va simuler un incident en production, si j'ose dire. Donc on va vider le plan, hein, on va faire simple, hein, un bon vieux DBCC free proc cache. Et on va faire un premier appel à la procédure stockée sur la fameuse ligne que j'ai ajoutée qui n'a qu'une seule ligne. Une jointure en ayant pour critère la date qui correspond à une seule ligne. Dans ce cas-là, le plan qui va être choisi logiquement par l'optimizer, ça va être un plan qui va utiliser directement un cycle sur cette ligne-là en commençant par cette table-là et en faisant une jointure ensuite sur l'autre. Sauf que ensuite, pour les autres requêtes qui sont appelées, ça va faire le même plan. Or, ce plan-là, dès qu'il y a de la volumétrie sur cette date-là, c'est très mauvais. On le voit déjà sur les temps d'exécution, parce qu'on voit que, vous voyez là, ça va mettre un certain temps à arriver. C'est toujours pas fini là. Alors que normalement, c'était de l'ordre de même pas de 2 secondes, je crois, l'exécution. Donc là, je le lance 10 fois pour qu'on puisse bien voir le phénomène. Voilà. Si maintenant, alors je ne suis pas sûr, je vais essayer de vous la montrer, mais en mode démo, c'est un peu compliqué le request query, qui est là, donc la troisième vue possible. Il y a une troisième vue possible, le request query, qui permet en fait de comparer des comportements passés à des comportements actuels. Donc là, ce coup-ci, il y a 2 intervalles possibles de durée. Le récent qui correspond logiquement à l'activité récente et l'historique qui peut être plus vieux. Et ça permet par exemple justement de dire j'aimerais bien voir les requêtes qui ont un profil très différent entre eux. Par exemple, là j'ai mis il y a 12 heures, mais ça pourrait être il y a 2 semaines et aujourd'hui. On pourrait faire ça. Donc on est complètement dans la réponse apportée à la question utilisateur. Ça marchait bien il y a 2 semaines et depuis un quart d'heure ça marche plus. C'est exactement à ça que sert cette vue. Voilà, malheureusement, comme on est sur un mode démo et que je ne peux pas faire moins de 12 heures pour le historique, et que j'ai lancé le truc juste avant qu'on commence, donc il n'y a même pas 1 heure. Je ne pense pas qu'on va réussir à avoir grand-chose. Peut-être sur les logical reads, je ne suis même pas sûr. Regardez. Ah bah si. Ah, on la voit, c'est cool. Donc, j'ai bien fait de la lancer un tout petit peu avant, parce que quand j'ai fait le test tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné. Bon, tant mieux. Donc là, on voit le magnifique exemple. C'est très très visuel. Vous voyez le test que j'avais fait juste avant la démo, avec le premier plan. Le test que j'ai fait tout à l'heure, là, et ensuite le changement dû au fait que j'ai invalidé le cache et que donc ça a recalculé un nouveau plan en prenant exemple sur le cas particulier de la table avec une seule ligne. Alors le truc assez sympa, c'est qu'ensuite vous pouvez vous pouvez comparer les plans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Vous cliquez sur le petit bouton ici et hop là, comme par magie. Vous avez les plans, si vous aviez 5 plans, vous y mettrez les 5 les uns en dessous des autres. Donc là, bon, ils n'ont pas l'air hyper différents comme ça, mais ils le sont. Vous voyez ici, les deux c'est nested loop, mais vous voyez qu'ici la hauteur référente, c'est-à-dire la première table sur laquelle il va se promener avant de regarder de scanner à chaque fois la deuxième. Ici, c'est la table Big Transaction History, alors que sur ce plan-là, c'est la table Big Product. Donc le sens de la jointure est inversé. Ce qui change donc forcément les performances de la requête. Donc bon, dans ce cas précis, au début on voulait faire un peu plus long, mais comme on a quand même beaucoup de temps de démo, on va aller un peu à l'essentiel. Dans le cas précis, une solution, ça serait de créer un index. Parce que dans la proc de tout à l'heure, je ne sais pas si ça se voyait, voilà ici, il y avait un weight supérieur à 1000 et puis qui est quand même assez discriminant et un unit weight mesure code égale G. Donc on pourrait créer un index là-dessus. On aurait même pu faire un index filtré, c'est vrai, c'est pas bête ça. Donc on va le faire, hein, ça ne mange pas de pain. On aurait pu, il aurait été quand même souhaitable dans ce cas-là de changer le code, hein, parce que même si je fais créer cet index-là, dès qu'on va partir sur une date où il y a 0 ou une ligne, l'optimizer, si c'est la première après une invalidation de plan, l'optimizer va toujours vouloir passer par cette table-là parce qu'elle est plus légère. Et on n'arrivera jamais à maîtriser, même en ayant créé un bel index de l'autre côté. Donc dans ce cas, une des seules solutions simples, ça serait, mais ça demande à modifier le code, de faire un optimize for unknown, ce qui veut dire à l'optimizer
que les valeurs de variables qui sont indiquées ne doivent pas être considérées comme les valeurs exactes, mais comme une valeur possible parmi d'autres. Ce qui veut dire qu'au lieu d'utiliser la cardinalité exacte, d'après les statistiques, il va utiliser la densité moyenne. C'est-à-dire qu'il va prendre le nombre de lignes totales divisé par le nombre de valeurs distinctes. Enfin, le truc classique des stats. Voilà. Ça, on s'en fiche un peu. Ça, c'est le forçage, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le forçage après, c'est le troisième Non, niveau. le forçage, ça sera après, ouais. D'accord. Juste au passage, bon, c'est un peu hors sujet, mais je trouve quand même que c'est des sujets intéressants parce que vous voyez, on est en plein sur l'observation des plans, etc., etc. Vous avez quelques petits outils complémentaires qui ne sont pas forcément inutiles. Ça va planter. Ça va planter. Enfin, je préviens, j'ai trouvé un magnifique bug sur Management Studio. Et en général, quand je lance ça, ça plante. Donc, on va tester en direct. Vous allez voir avec moi. C'est une fonctionnalité, il y avait les prémices étaient arrivées sur 2014, mais là, maintenant, on a vraiment la version visuelle. Ça s'appelait les Query Profiles dans 2014. Maintenant, ça s'appelle Live Query Statistics. Voilà. C'est très intéressant. Et donc là, vous pouvez faire ça, vous exécutez votre requête. Alors, il faut soit avoir mis le set statistic profile à on, autant pour moi, ou le statistic XML à on, ça c'est pour la session, ou sinon carrément avoir activé l'extended events query post execution show plan, mais enfin si vous faites ça, vous risquez de tuer votre prod, donc on va éviter de faire ce truc-là. Mais pour une requête, c'est quand même assez intéressant, parce qu'on imagine que vous avez une... Hop là, mince. Il y a un truc qui est pas bien, si c'est bon. Voilà, et donc là, si vous regardez ici dans l'activité, vous pouvez voir les requêtes. Allô? Ah, il est lent. Refresh. Voilà. Et là, vous pouvez regarder en live votre plan d'exécution en train de s'exécuter. Alors bon, là, voilà, vous voyez là. Donc là, par exemple, on en est où là? On est en train de récupérer ici l'index scan, ça prend du temps. Et au fur et à mesure, vous voyez, les petits traits clignotants vont... Donc quand vous avez des requêtes très longues qui sont en cours, là on n'est plus sur du live, mais bon, parfois la question se pose quand même, parce qu'on peut rester dans le query store d'un côté, mais on peut aussi être un peu pris par la prod au même moment, et ça permet aussi un peu de vérifier si ce qu'on voit là, ça correspond bien à ce qu'on a vu dans le query store, etc. Ça permet quand même de voir des choses. Bon, alors en général, c'est quand je l'arrête que là, tout explose. Donc on va essayer de... Ouais, ça marche à tous les coups. Voilà, donc j'ai tué Management Studio. Heureusement, j'en avais ouvert un à côté. Bon, là, et une dernière petite chose aussi, toujours sur les perfs. Bon, c'est un peu de la côté, mais c'est quand même intéressant. Vous avez des développeurs parfois qui ont la super idée d'utiliser des user-defined functions. Ah zut, il y a deux parenthèses en trop. Là. Il n'a pas enregistré tout à l'heure. Donc des fonctions utilisateurs qui vont être itérées très très fréquemment. Voilà, et qu'ils mettent soit dans le from, horreur, ou dans les where clause, et auquel cas la user-defined function va être itérée énormément de fois. Il y a une nouvelle petite DMV qui est sortie avec 2016. Bon, c'est pas le query store, mais je trouve quand même que comme c'est quand même des problématiques de performance, ça vaut le coup d'en parler. Qui est une DMV qui s'appelle exec function stat, comme il existait exec query stat. Oui, exec, ouais. Et donc elle vous permet de voir facilement avec une petite requête, par exemple, que vous voyez là, la UFN, on voit que j'ai 113 000 appels de cette UFN. Donc ça vaut le coup de... Donc ça vaut le coup d'investiguer, parce que c'est vrai qu'avec des outils classiques, on ne voit pas forcément bien les multiples itérations d'une fonction utilisateur dans une requête, et là, on voit extrêmement vite le truc. Allez, 5 minutes pour la dernière démo. Dernière démo, on fait vite. Ça nous laisse quelques secondes ensuite pour finir la présentation. Donc maintenant, oui, bon, ça on le mettra après. On avait, donc tout à l'heure, je vous rappelais, j'ai créé un nouvel index juste à la fin, je vous ai dit, il ne suffira pas, mais c'est pas mal. Donc imaginons qu'on n'était pas sûr, qu'on avait quand même créé l'index, qu'on était content, et qu'on recommence à faire un appel. Manque de peau, le premier appel, on le fait sur la fameuse date qui n'a qu'une seule ligne, donc avec le plan pas optimal, et même avec notre nouveau joli index, on n'est toujours pas OK. Donc si vous regardez dans la requête, attendez, où est-ce qu'elle était la request query, elle est ici. Donc notre requête, c'était la numéro 45. Donc ici, le dernier truc qu'on peut faire, c'est cliquer sur ce petit truc pour voir la requête en question qu'on a activée. Ça va ouvrir le quatrième petit onglet qui s'appelle Track Queries ici, sur votre requête. Manque de peau, je ne vais pas la voir. Voilà, c'est l'effet démo, ça.
Non, je ne l'ai pas. Bon, tout à l'heure, je l'avais. Bon, c'est pas grave. Normalement, j'avais un troisième plan qui arrivait avec ce nouvel index. Manque de peau, il n'y est pas. Du coup, ça va me ruiner un peu ma démo. Bon, comme on est pressé, on ne va pas chercher 10 ans. Une fois que vous avez un plan comme ça qui vous semble pas mal, vous pouvez toujours pas? Non, il ne veut pas. Vous pouvez forcer un plan, comme on l'ai dit tout à l'heure. Alors, le forçage de plan, vous allez voir, autant en procédure stockée, vous pouvez toujours vous dire « oh, il faut retrouver, etc. » Là, vous avez vu votre requête, vous savez où elle est, vous regardez le plan qui vous intéresse, c'est le gris a priori. Vous voyez que le gris là, quand il a été exécuté, il avait une durée d'exécution qui était relativement faible. Et là, dès qu'on est passé sur l'autre plan, c'était un peu catastrophique. C'était plus variable en tout cas. Donc on va dire, allez, moi le gris me plaît bien. Alors on se positionne sur le bon plan. Donc en l'occurrence le 45, c'est celui-là. Et on fait force plan. Hop. Est-ce que vous voulez bien? Oui. Et voilà. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, il y a une petite coche sur ce plan, ce qui veut dire que c'est un plan qui va être forcé systématiquement. Et normalement, si ma démo accepte enfin de marcher correctement, là, je dois avoir systématiquement ce nouveau plan qui va être utilisé. Voilà. On a réussi à reforcer le fameux plan qu'on avait, qui nous semblait relativement optimal. Donc, la démo que je voulais faire et qui n'a pas fonctionné là sur le troisième plan, c'était aussi pour montrer un truc, bon du coup je ne le ferai pas, sur les cas d'invalidation. Parce que là vous avez forcé un plan, mais rien ne dit que ce plan va rester valide. Donc si par exemple vous avez supprimé l'index sur lequel se reposait le plan que vous venez de forcer, forcément ça ne va pas fonctionner et vous allez avoir un problème. Donc il est possible de retrouver ces informations-là dans la DMV Query Store Plan. Vous avez une colonne qui s'appelle Last for Failure Reason Desk qui vous donne la raison pour laquelle… Il faut modifier ici oui. 45. 45 c'était? Ouais. Qui vous dira sur un numéro de requête. Bon, du coup, comme ça n'a pas marché, je pense qu'on ne va pas avoir grand-chose. Mais… Non. Non, du coup, on n'a rien. Mais donc, si vous aviez un forçage de plan qui avait été invalidé, il vous donnera la raison pour laquelle il a invalidé. Donc, typiquement, il y a une raison qui est no index, qui vous dit j'aurais bien voulu forcer ce plan-là, mais je ne peux pas, puisque je n'ai pas l'index qui correspond à ce plan-là forcé. Et dernière chose, vous pouvez aussi avoir la même chose si vous créez un extended event sur l'event Query Store Plan Forcing Failed, et qui va aussi remonter l'information. Ce qui peut représenter un peu un équivalent, si vous commencez à utiliser beaucoup de forçage de plan, à une trace de deadlock ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si le DBA commence à forcer les plans de partout, c'est quand même utile qu'il ait quelque chose qui lui remonte l'information régulièrement et qu'il ne soit pas en aveugle en pensant qu'il force des plans alors qu'il ne force pas les plans. Je crois que j'ai fait le tour. Ce qu'il faut retenir, c'est que bien entendu, si le plan n'est pas applicable, on ne va pas avoir une interruption de l'exécution de la requête pour autant. La requête va pouvoir continuer à tourner. Juste une dernière chose sur les forçages des plans. Il n'y a pas que le forçage des plans qu'on peut faire avec le Query Store. Il y a aussi un truc intéressant qui est le fait de pouvoir valider a priori des upgrades de version. Si vous avez une base en 2008 et que vous voulez la passer en 2016, vous pouvez la restaurer sur un SQL 2016, la mettre en compatibility level 100, jouer un jeu de test, la remettre en compatibility level 130, rejouer votre jeu de test et faire la comparaison, soit en graphique, soit même avec les DMV, parce que comme vous avez vu qu'avec les DMV, vous pouvez facilement requêter, et que dans les informations sur le contexte des exécutions, ils donnent le compatibility level, vous pouvez assez facilement faire une requête qui va comparer via les DMV l'exécution en compat 100, l'exécution en compat 130, et faire des calculs pour voir les requêtes qui ont perdu ou les requêtes qui ont gagné. Donc tout ça, c'est du proactif. On n'est plus seulement sur grâce à la partie analyse, on n'est plus seulement sur du correctif, mais on peut aussi être sur l'anticipation. C'est quand même très intéressant, surtout dans les cas d'upgrade. Et j'ajoute quelque chose à ce que vient de dire Guillaume, c'est que souvent, quand on doit faire des montées de version de moteur ou des choses comme ça, on a du mal à impliquer les utilisateurs, parce que pour eux, fonctionnellement, il ne va pas y avoir d'amélioration. On va leur demander de faire des tests de non-régression, mais comme ça les intéresse, ça les impacte pas plus que ça, ils vont potentiellement les faire un peu par-dessus la jambe. Là, vous pouvez lancer vous-même vos tests de régression, puisque vous allez avoir les requêtes qui vont être stockées dans votre base, et vous allez vraiment pouvoir comparer,
Donc ça facilite un petit peu cette histoire de validation, enfin de test de non-régression sur des montées de version. Et sachant que donc, tous les plans qui sont affichés là dans la GUI, vous pouvez les voir en XML, donc voir tous les paramètres complets dedans, la version de Cardinality Estimator, les plans choisis, les valeurs, la sélectivité, etc. etc. Alors voilà, donc on vous a montré un petit peu le fonctionnement sommaire du Query Store. On est sur une version 1, donc on a quand même un certain nombre de limites. Les limitations qui nous ont paru un peu flagrantes, on les a remontées ici. La première, c'est qu'on ne sait pas bien les éditions qui l'incluront et celles qui ne l'incluront pas. A priori, on est sûr que l'édition standard et l'édition Enterprise vont embarquer la fonctionnalité. On n'est pas sûr, on n'a pas trouvé d'infos formelles sur le fait que l'édition web l'inclut ou non, et a priori, l'édition Express ne l'inclura pas. On a vu que c'était stocké dans la base du contexte. Donc si je fais un use ma base, c'est dans ma base que je vais stocker les données, stocker les runtime statistics de ma requête si le Query Store est activé. On sait que c'est ni activable sur la base master, ni activable sur la base StampDB. On pourrait se dire c'est pas bien grave, mais en prod, on rencontre quand même pas mal de bases dans lesquelles pour lesquels les DBA ou les architectes ont décidé de dire que chaque fois que je fais un login, je lui mets comme base par défaut master. Et je force dans ma politique de nommage, je force le fait de nommer toujours les objets complètement qualifiés, donc nom de base, point, nom de schéma, point, nom d'objet. Donc ça veut dire concrètement, il est tout à fait possible que tous mes utilisateurs travaillent dans la base master. Et du coup, si tous mes utilisateurs travaillent dans la base master ou dans TempDB, je ne pourrai jamais tracer leur exécution de requête dans le Query Store. On a dit que le nom de la base de données était hard-codé, donc ça veut dire que le Query Store ne survit pas à un renommage de base de données. Ça arrive relativement peu fréquemment, mais c'est quand même le cas. Enfin, il survit, mais... Si, il survit, mais il ne sert plus à rien. Il est plus exploitable. Ça survit à une restauration, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis, jusqu'à la CTP3, la partie Hackathon, donc le in-memory for OLTP, n'était pas supportée. En CTP3, ça la supporte avec quelques restrictions. On s'attend à ce que d'ici la sortie de 2016, on ait un support qui soit quasi complet de nos tables en mémoire pour OLTP. Alors, on a aussi d'autres limites. La première, c'est que... Une nouvelle limite, c'est que le bon plan, il doit avoir été exécuté, puisqu'il doit être stocké dans le Query Store. Quand on fait un plan de guide, on a la possibilité de dire, voilà le plan qui doit être utilisé. Et ça veut dire que ce plan, on a pu par exemple le générer sur un environnement de développement, prendre son XML et le coller dans le plan de guide. Là, on ne va pas pouvoir avec le Query Store. Il faut que le bon plan ait été exécuté au moins une fois pour qu'il ait été récupéré dans ce Query Store. Du coup d'ailleurs, le plan guide peut presque devenir une aide pour réussir à obtenir le plan pour qu'il passe une fois dans le Query Store et qu'ensuite on puisse le forcer. C'est assez rigolo quelque part, mais bon. On a une petite complémentarité à ce niveau-là. Un autre problème, c'est pas forcément un problème, c'est qu'on pourrait presque espérer mieux, on pourrait rêver et dire que le Query Store va nous permettre d'identifier les modules applicatifs qui sont plus consommateurs que d'autres. Malheureusement, dans cette version 1, on n'a pas de lien avec le login ou le user qui a exécuté la requête, on n'a pas de lien avec un module applicatif quelconque, comme on pourrait faire de la classification par exemple avec du Resource Governor. Là, ce n'est pas le cas. Donc on s'intéresse bien aux requêtes, pas forcément au profil de l'exécutant de la requête. Et puis, les identifiants de requêtes et de plans stockés dans le Query Store, Guillaume l'a dit, c'est des entiers, ce n'est pas des plans handle et des SQL handle. Donc, ils sont différents. Donc, vous ne pouvez pas regarder dans dmexec query stat, récupérer un SQL handle et un plan handle et dire c'est ça que je veux forcer dans mon Query Store. Alors, il y a une fonction avec un nom un peu barbare ou drôle qui s'appelle sysfn statement SQL handle from SQL statement qui va nous permettre de faire le pendant entre un plan handle ou un SQL handle dans les DMV exec, sysdm exec quelque chose et puis les DMV pour le Query Store. Alors, pour finir cette session, on a pensé à quelques cas d'utilisation. Alors, j'avoue que le premier, il est un peu tiré par les cheveux, mais l'idée, c'était de dire j'ai une même base de données avec des requêtes paramétrées qui sont utilisées pas forcément avec les mêmes volumétries de données le jour et la nuit. Le jour, je suis sur de l'OLTP, donc je sais pas, moi, c'est une gestion de stock. Je vais gérer les stocks pour faire des livraisons, donc les stocks d'il y a quelques jours. Et puis la nuit, par contre, je vais faire des batchs de consolidation, donc j'ai pas de chance, avec les mêmes requêtes, je vais travailler sur des valeurs de paramètres qui correspondent plutôt aux 5 dernières années.
puisque ça va toujours réutiliser le même plan et qu'a priori on est dans un cas classique de parameter sniffing, il y a des chances, selon quand le plan a été généré, qu'on se retrouve avec des soucis. Et donc on a tout à fait la possibilité de dire, voilà, tous les soirs, après 22 heures, parce qu'en 22 heures, j'ai a priori plus d'OLTP, je vais basculer avec le plan d'exécution qui est optimal pour l'exécution qui correspond à des grosses volumétries. Et puis le matin à 6 heures, je vais rebasculer sur l'utilisation qui correspond à peu de volumétrie. Je dis qu'il est un petit peu tiré par les cheveux parce que ça correspond à des cas un peu précis. Un autre truc qui est très important, et qui est beaucoup plus utile, c'est si on veut faire une mise en production qui est relativement complexe et ou peu validée. Si vous avez une mise en prod qui doit être faite en urgence, votre rôle de DBA, c'est quand même de garantir un petit peu le bon fonctionnement, donc la non-régression de performance. Si vous n'avez pas eu des tests de validation pendant 6 mois et des tests de non-régression en termes de perf, vous êtes bien content d'avoir du query store parce qu'à tout moment, vous allez pouvoir dire « Ok, je vois que cette requête-là, elle se met à déconner en termes de temps de réponse. » On a vu, Guillaume l'a montré, en clic droit, use plan, force plan sur un plan, et on se retrouve à utiliser le bon plan, le plan historique. Guillaume en a parlé, le fait de changer de mode de niveau de compatibilité pour une base de données, on s'expose aussi à la régression de performance. Là, on peut se retrouver à forcer un plan pour des requêtes un peu critiques, donc à ignorer ce problème-là. Et puis, il y a quelque chose qui est super intéressant aussi, c'est que mine de rien, le query store, il va vous stocker une partie de l'activité sur la base de données dans votre base de données. Ça, c'est super intéressant parce que vous avez un problème de prod sur un environnement critique, un problème de perf sur votre prod qui est critique. Vous venez en tant qu'indépendant ou vous n'êtes pas forcément dans la prod, on ne va peut-être pas vous laisser les billes sur l'environnement de production. Grâce au query store, on va pouvoir vous prendre une sauvegarde de la production, vous la redescendre sur un autre environnement. Vous allez avoir à la fois les données et les statistiques d'exécution des différentes requêtes. Donc enfin, vous avez une base qui est autonome pour diagnostiquer vos problèmes de performance. Et ça, sur certains environnements, c'est extrêmement intéressant. Notamment quand il n'y a pas de DBA attitré et que demander un backup, c'est faisable, mais demander des traces, des exports en tous les sens, c'est compliqué. Et puis demander à être sysadmin sur l'instance de base de données, ça peut rendre le client assez frileux. Et voilà, on a à peu près fini dans les temps. À limite. Mais si. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, alors on ne va pas forcément avoir le temps de répondre à beaucoup de questions. Maintenant, on est bien entendu disponible sur la demi-heure qui suit pour en discuter. Peut-être qu'on va faire comme ça, à moins qu'il y ait des questions. Ok, c'est très bien, vous nous aidez à être dans les temps, c'est fabuleux. Merci beaucoup. On vous en reparle à chaque session. Il faut évaluer, il est intéressant pour nous d'évaluer les sessions. Ça va permettre de savoir les sessions qui plaisent, les sessions qui ne plaisent pas. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour évaluer les sessions. C'est important pour nous et du coup, ça nous permettra de vous proposer les sessions qui vous intéressent le plus pour les prochaines sessions des JSS ou des autres événements organisés par le GUS. Non, ça ne veut pas. Vas-y, à toi. Oui. On remercie aussi tous les volontaires qui participent quand même beaucoup ici. Il y a quand même énormément de travail sur l'organisation des JSS et ça nous est quand même très utile. Nous aussi, même à nous en tant que speaker. Voilà. Et on vous remercie tous donc pour votre venue. On espère que ça n'a pas été trop dense parce que c'est vrai qu'on a essayé de faire défiler pas mal de choses avec des choses pas forcément faciles à appréhender rapidement comme ça. Mais on espère au moins vous avoir donné non seulement une vue un peu globale du query store, mais essayer aussi d'aller tout ce qui était sur la périphérie pour pas juste se dire voilà, mode d'emploi, tu cliques là, il se passe ça, mais aussi pour voir, pour mettre un peu en situation l'intérêt du query store et de toutes les problématiques qui sont autour. Merci à vous.